Nous allons donc reprendre avec Monsieur Gaël Giraud, que nous avons l'honneur et le privilège, merci à lui d'être venu dans le cadre de ces journées de Tamdao. Nous allons donc reprendre avec cette plénière inaugurale introductive sur le thème énergie, climat et prospérité. Monsieur Gaël Giraud, économiste en chef à l'Agence française de développement à Paris, et autres titres, mais je lui laisse le privilège de se présenter. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Donc c'est un honneur pour moi de participer à ces journées de Tamdao. Il se trouve que j'ai donné des cours de mathématiques et de finance à l'université de Hanoï il y a 12 ans. Donc c'est une joie très spéciale pour moi de revenir au Vietnam pour vous parler de tout à fait autre chose, à savoir l'énergie, le climat et la prospérité. Le travail que je vais vous présenter, c'est un travail que nous avons engagé à l'Agence française de développement, dans le département de la recherche que je dirige, mais c'est également un travail qui a été réalisé en partie dans la chaire énergie et prospérité que je dirige et dont les sponsors sont ici. Alors, première partie, je voudrais redire des choses que vous connaissez sûrement déjà en partie, mais qu'il est bon de se rappeler. Je sais bien que les orateurs qui m'ont précédé ont quasiment déjà tout dit, mais donc ça vaut la peine malgré tout, vu la gravité du sujet, de revenir un tout petit peu sur les enjeux climatiques dont vous allez voir le lien intrinsèque avec la question de l'énergie. Ce graphique, vous le connaissez bien, c'est celui qui vient du dernier rapport du IPCC, en français le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts du climat, qui, comme vous le savez, est une organisation sous tutelle onusienne qui publie à intervalles réguliers un rapport mondial sur les avancées, la progression du dérèglement climatique, et qui a montré pour qui il n'y a plus aujourd'hui le moindre doute sur les origines anthropiques, humaines, du dérèglement climatique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'historique de la progression, de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. Donc vous savez que juste avant le début de l'ère industrielle, au 18e, mais cette température est restée jusque sur une partie du 19e siècle, la température moyenne à la surface de la planète était de 15 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'il y avait des fortes disparités. 15 degrés sur la planète, ça veut dire au moins 16 degrés en moyenne sur l'ensemble du continent africain. Mais la moyenne était de 15 degrés. Et comme vous le savez, elle ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, nous avons pris à peu près 1 degré de plus par rapport à cette température initiale. Ce deuxième graphique, vous le connaissez aussi, il est très connu puisqu'il sort du rapport du GIEC. Il montre que la trajectoire du business as usual, donc une trajectoire qui consisterait à prolonger simplement en tendance ce que nous avons fait depuis 2 siècles, n'est tout simplement pas possible dans le monde qui est le nôtre. Donc ces deux courbes-là vous montrent qu'il y a plusieurs scénarios possibles d'évolution de la température à la surface de la planète, mais le scénario médian, c'est-à-dire en gros, pour simplifier, la moyenne de l'augmentation vraisemblable de la température, si les pays qui se sont engagés à la COP 21 l'an dernier à Paris font ce qu'ils ont promis, donc si les 195 pays qui ont signé l'accord de Paris mettent en œuvre ce qui a été rappelé tout à l'heure, à savoir les INDC, Intentional Nationally Determined Contributions, donc les contributions intentionnelles déterminées au niveau national. Si tout le monde fait ce qu'il a promis, alors en moyenne, la température à la surface du globe devrait augmenter à la fin de ce siècle de 3,5 degrés Celsius. C'est déjà énorme et je crois qu'il est assez raisonnable de dire que la plupart d'entre nous, scientifiques, n'avons pas vraiment d'idée très claire sur l'impact d'une telle augmentation de la température à la surface du globe. Mais même si 3,5 ne paraît pas considérable, en réalité, ça n'est qu'une moyenne et elle est compatible avec le fait que, avec la même trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, nous avons une chance sur 10 d'avoir une augmentation de la température de plus 6 degrés. Plus 6, avec une probabilité de 10%. Alors autant sur 3,5 degrés, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'impact réel dans nos économies, dans nos vies, dans nos sociétés, autant avec plus 6 degrés, il est certain que c'est l'apocalypse sur cette planète. Plus 6 degrés veut dire certainement la libération de beaucoup de réserves de méthane qui sont actuellement sous le permafrost
en Sibérie, par exemple, et ça veut dire une planète qui devient très rapidement hostile à l'humanité. D'où le fait qu'un certain nombre d'observateurs s'interrogent aujourd'hui sur la disparition possible de l'humanité. C'est aussi grave que ça, ce dont on parle. Si, lorsque vous prenez l'avion, on vous disait « vous avez une chance sur 10 pour que l'avion s'écrase au sol », je suis sûr que vous refuseriez de monter dans l'avion. Aujourd'hui, la communauté internationale est confortable avec des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont tels qu'avec une chance sur 10, l'avion humanité s'écrase au sol. C'est ça dont nous parlons, c'est d'une extrême gravité. Alors, comment est-ce que ceci va se faire? Je vais aller très vite, vous aurez le temps de regarder davantage en détail ces diapositives. Vous le savez déjà en partie, mais je nous le redis, et le Vietnam est très concerné par ces aspects-là. Les canaux par lesquels le changement climatique va affecter nos sociétés sont relativement bien connus. Le premier, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Et comme vous le savez, le delta du Mékong est directement concerné par l'augmentation du niveau des océans. Vous savez que les dernières informations qui nous proviennent des climatologues sont des mauvaises nouvelles de ce point de vue-là, parce que la calotte ouest antarctique fond plus vite que ce que nous pensions initialement, et ça veut dire que dans le scénario médian d'augmentation du niveau de la mer aujourd'hui, nous devrions atteindre plus 2 mètres à la fin de ce siècle, et non pas plus 1 mètre, comme on le pensait il y a encore quelques mois. Plus 2 mètres, ça veut dire que New York est sous l'eau. Et certainement, une bonne partie du delta du Mékong est sous l'eau. Ça veut dire des zones entières qui actuellement sont dévolues à la riziculture qui seront inondées, qui seront impropres à l'agriculture à cause de la salinisation des sols. Ça veut dire aussi des migrations majeures des Vietnamiens qui vivent aujourd'hui dans le delta du Mékong vers des zones non submersibles. Le deuxième phénomène, c'est la fonte des glaciers. Vous savez que les glaciers sont d'énormes réfrigérateurs gratuits que la nature régénère chaque année pour nous, en eau potable, en eau douce. Malheureusement, les grands glaciers sur le plateau du Tibet sont en train de fondre à très grande vitesse et ils alimentent des toutes petites rivières, comme par exemple l'Indus, le Gange, le Yangtze-Kiang. Il est possible, ça je ne le sais pas, mais vous le savez mieux que moi, que le Mékong lui-même soit touché par la fonte des glaciers du Tibet. Et ça veut dire que d'ici un tout petit nombre de décennies, 2, 3, peut-être 4, ces grands fleuves qui fournissent l'essentiel de l'eau douce qui est utile à l'irrigation agricole pour des millions de personnes, ces grands fleuves pourraient être à sec pendant la saison sèche au cours de l'année d'ici une trentaine d'années. Ça veut dire que, évidemment, les populations qui vivent sur les rives de ces fleuves ne pourront plus pratiquer l'irrigation, ce qui veut dire plus d'agriculture. Le même problème se pose également en Amérique latine, dans les Andes. Une ville comme La Paz, en Bolivie, qui est située à 4000 mètres d'altitude, est aujourd'hui dans un désert. Vous pensez bien que les Boliviens ne sont pas assez fous pour construire une ville à 4000 mètres dans un désert. Mais au moment où elle a été construite, elle était dans une zone florissante. Aujourd'hui, les glaciers andins ont fondu et donc La Paz se retrouve déjà, dès maintenant, dans un désert. Donc le problème de la fonte des glaciers est un problème majeur, pas simplement pour l'Asie, mais aussi pour l'Amérique latine. Le troisième problème, c'est la baisse de fertilité des sols, en partie liée à l'érosion des sols. C'est un problème majeur pour le Vietnam, sur lequel je sais que l'Agence française de développement, en partenariat avec le CIRAD et l'IRD, travaille. C'est un problème considérable parce qu'il complique la résolution de l'équation dont a parlé Michel Eddy tout à l'heure, qui consiste à nourrir 9 milliards de personnes à l'horizon 2050. Aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie que la sécurité alimentaire soit assurée dans des zones majeures comme la totalité de l'Afrique subsaharienne, à cause notamment du croisement entre une progression démographique fulgurante en Afrique et la baisse possible de fertilité des sols, notamment due à l'érosion et à l'augmentation de la température. Le quatrième problème, c'est la désertification. Alors, comme vous le savez, évidemment, c'est un problème majeur pour la totalité du Sahara et du Moyen-Orient. C'est aussi un problème pour la Chine. Vous savez que le désert de Gobi, en Mongolie, descend et il n'est plus maintenant qu'à 240 km de Pékin. Et il progresse chaque année. Donc, d'ici, dans un avenir où vous serez encore vivant, Pékin sera aux portes d'un désert. Vous imaginez bien le type de problème que les autorités chinoises auront à résoudre le jour où Pékin sera au bord d'un désert.
Le cinquième problème, c'est aussi un enjeu majeur pour le Vietnam, c'est la raréfaction des ressources aquifères souterraines. Donc des ressources en eau souterraines. Je sais que dès aujourd'hui, on pompe dans le delta du Mékong de l'eau souterraine à une vitesse supérieure à la vitesse à laquelle cette eau se renouvelle. Donc c'est de l'eau douce, extrêmement précieuse. Il y a énormément d'eau douce souterraine. En fait, il y a plus d'eau douce souterraine que d'eau douce à la surface de la planète, sur notre planète. Mais si nous la pompons aux endroits où on arrive à la pomper à une vitesse supérieure à laquelle elle se renouvelle, nous allons épuiser ces ressources extrêmement précieuses. Voilà. Un autre exemple, la ville de Amman, en Jordanie, pompe aujourd'hui de l'eau douce à moins 400 mètres sous le sol, ce qui veut dire, premièrement, qu'elle pompe cette eau grâce à des infrastructures de pompage qui sont aussi coûteuses que les infrastructures pétrolières. Donc ça veut dire des investissements colossaux. Et deuxièmement, cette nappe dans laquelle pompe Amman est une nappe fossile qui ne se renouvelle pas et qui sera épuisée d'ici 25 ans. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout comment vivront les habitants de Amman dans 25 ans. Vous imaginez bien que les enjeux sociaux, humains, politiques liés à ces questions sont considérables. Alors, je continue un tout petit peu, juste pour revenir un tout petit peu sur la question de l'incertitude qui pèse sur la progression de la température, puisque vous allez le voir dans un instant, cette question-là est centrale pour les projections que je vais vous montrer. L'une des raisons pour lesquelles il y a de l'incertitude aujourd'hui sur l'évolution de la température en fonction des émissions de CO2, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du climat au gaz carbonique. Ça veut dire, imaginons par exemple que la concentration en CO2 dans l'atmosphère soit multipliée par 2 à la fin du siècle, ce qui est possible. Question de combien la température va-t-elle augmenter? Aujourd'hui, les scientifiques du climat, les physiciens, ne sont pas d'accord sur la sensibilité de l'augmentation de la température à l'augmentation de la concentration de CO2. Cette sensibilité varie entre 1 et 6 en fonction des modèles utilisés par les climatologues. Si elle vaut 1, alors une partie de ce que je vous ai dit ne se réalisera pas, en tout cas pas au XXIe siècle, heureusement, parce qu'au fond, l'augmentation de la concentration en CO2 n'induira pas une augmentation majeure, massive, de la température. Si elle vaut 6, alors nous sommes déjà embarqués vers des catastrophes à la fin de ce siècle. Et donc là-dessus, il y a encore une marge d'incertitude, d'où les différents scénarios que le GIEC décrit dans son rapport. Ça veut dire qu'il reste de l'incertitude, mais malheureusement, je crois qu'il y a un principe de prudence élémentaire qui veut que nous devons, politiquement en tout cas, tout mettre en œuvre pour pouvoir faire face à la pire des situations, celle dans laquelle la sensibilité du climat à l'augmentation de la concentration en CO2 serait égale à 6. Alors, ceci est particulièrement grave, et d'autant plus grave qu'il y a une très forte inertie de l'impact de l'augmentation de la température sur les variables environnementales qui alimentent nos sociétés. Ici, je voudrais juste pointer un exemple, c'est la dilatation de l'eau de mer, qui est ici, sur cette courbe-là. Supposons donc que nous interrompions nos émissions de CO2 aujourd'hui. Supposons que nous arrivons à faire baisser nos émissions de CO2 dès aujourd'hui et à atteindre très très rapidement une situation de zéro émission de CO2. Qu'adviendrait-il pour l'augmentation du niveau de la mer? Eh bien, la mer, malheureusement, continuerait d'augmenter, comme vous le voyez sur cette courbe ici, parce que l'effet comporte beaucoup d'inertie. Et donc, ça veut dire que, malheureusement, même si nous faisons des efforts considérables tout de suite, et il faut les faire, il y aura quand même des conséquences potentiellement dramatiques liées au dérèglement climatique à la fin de ce siècle, mais déjà dans quelques décennies, à cause des émissions de CO2 déjà enregistrées dans le passé. Donc le problème du climat est aussi un problème de stock de CO2 emmagasiné dans l'atmosphère et pas simplement un problème de flux. Qui plus est, les principales victimes du dérèglement climatique sont d'abord, malheureusement, des pays du Sud. Et comme vous le savez, le Vietnam est le 5e pays le plus exposé, d'après la Banque mondiale, au dérèglement climatique. Ici, sur cette carte, vous avez un code couleur qui est très simple. Plus c'est bleu, plus le pays est exposé. Donc vous voyez que le Vietnam est assez exposé.
L'Afrique subsaharienne est très très exposée. Cette carte a été établie grâce à un indice de vulnérabilité physique au changement climatique qui a été élaboré à Clermont-Ferrand, en France, et réutilisé par l'Agence française de développement. Elle essaye de découper, cet indice, essaye de faire une distinction entre l'exposition physique, la vulnérabilité physique d'un État au changement climatique et l'éventuelle faiblesse, fragilité de ses institutions politiques. Pourquoi? Parce que si nous voulons que la communauté internationale puisse aider les pays les plus exposés, il faut que celle-ci ne puisse pas utiliser comme prétexte l'éventuelle fragilité des institutions politiques pour ne pas financer le pays. Il y a un enjeu dans cette négociation internationale aujourd'hui qui est que, comme vous le devinez, la plupart des pays qui sont les plus exposés, que vous voyez en bleu sur cette carte, sont aussi des pays, pas le Vietnam, mais d'autres, en Afrique par exemple, sont aussi des pays dans lesquels les institutions publiques sont très très fragiles, voire complètement défaillantes, hein, en particulier dans le Sahel. Et donc la communauté internationale est réticente à aider ces pays, puisqu'elle se dit, au fond, nous allons subventionner les mauvais de la classe dont les institutions politiques ne sont pas solides. Vous comprenez? Et donc cet indicateur-là essaye de séparer ces deux aspects, l'exposition physique au changement climatique d'un côté, pour laquelle les populations ne sont pas responsables, et l'éventuelle vulnérabilité institutionnelle des institutions politiques du pays, pour laquelle, cette fois-ci, les populations et les élites en particulier de ces pays ont une responsabilité. Alors maintenant, si on regarde la capacité d'adaptation, c'est-à-dire, au fond, la solidité institutionnelle des États qui régissent les pays concernés, on voit que, malheureusement, la plupart du temps, il y a une espèce de double peine. C'est-à-dire que ce sont les pays du Sud qui sont les plus touchés, ce sont aussi très souvent ceux dont les institutions sont les plus défaillantes, hein, comme vous le voyez ici. Le code couleur étant très simple, plus c'est rouge, plus l'institution est défaillante. Alors, un autre point qui a été mentionné tout à l'heure ce matin, et je vais très vite là-dessus, parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je le mentionne quand même en passant. Je vais surtout parler d'énergie à partir de maintenant, en lien avec la question climatique, mais vous savez bien que la question de la biodiversité est au moins aussi importante que la question énergétique. Là, juste une petite illustration très simple. En haut à gauche, vous avez la densité en poissons de la partie nord de l'océan Atlantique, en 1900. Et donc plus c'est rouge, plus il y a des poissons. Et quand c'est bleu clair ou blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus de poissons. Et puis vous avez la même carte en 2000, en bas à droite. Donc vous voyez qu'en un siècle, nous avons quasiment entièrement vidé la partie nord de l'océan Atlantique de ces poissons. Il y a par exemple des espèces comme la morue qui ont complètement disparu au large des côtes canadiennes, que nous essayons de réintroduire dans la mer depuis une trentaine d'années sans succès. Donc ça veut dire que nous sommes capables de détruire entièrement, ou quasi entièrement, la faune halieutique d'une partie de l'océan. Et vous savez que les océanologues sont assez inquiets. Certains d'entre eux estiment que si nous continuons à pratiquer la pêche industrielle en eau profonde telle que nous la pratiquons aujourd'hui, nous allons briser ce qu'on appelle les chaînes trophiques de reproduction des espèces des poissons. Et il pourrait ne plus y avoir de poissons comestibles dans les océans de la planète entre 2040 et 2050. Donc je redis, si nous continuons, il pourrait ne plus y avoir de poissons comestibles dans nos océans entre 2040 et 2050. Vous imaginez bien que ce serait dramatique, en particulier pour un pays comme le Vietnam, pour qui la pêche est évidemment une ressource fondamentale. Ça ne veut pas dire que les océans seront vides, contrairement à ce que cette carte peut donner à croire. Ils seront peuplés de méduses, comme c'est déjà le cas en ce moment pour la baie de Halong, qui, vous savez, est peuplée de méduses. Mais vous imaginez, la totalité de la planète serait semblable à la baie de Halong, elle serait entièrement peuplée de méduses et non plus de poissons. Question, voulez-vous que vos enfants vivent dans une planète qui sera entièrement peuplée de méduses plutôt que de poissons? Alors, pourquoi faut-il du coup, et on l'a dit ce matin, modifier le bouquet énergétique de la planète et donc de chacun des pays? Mais parce que, vous l'avez compris, une bonne partie du dérèglement climatique provient de l'activité humaine et en particulier des émissions de gaz à effet de serre induites par la consommation ou la dissipation de l'énergie dans nos activités humaines. Ici, vous avez, au niveau mondial, l'évolution du bouquet énergétique depuis 1850. Donc ce que vous voyez, premièrement, c'est qu'il y a une très forte rupture de pente juste après la Seconde Guerre mondiale. En gros, le problème de l'énergie en lien avec le climat aujourd'hui, c'est un problème très récent, puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, l'humanité consomme peu d'énergie.
À partir de 1945, à la faveur de la consommation de masse, elle se met à en consommer considérablement. Ici, vous avez la crise des deux chocs pétroliers des années 70. Vous voyez qu'elle a induit une petite rupture de pente, mais très faible. L'humanité a immédiatement repris sa course vers une augmentation exponentielle de la quantité d'énergie consommée. Ce que vous voyez également, c'est que dans le bouquet énergétique, le charbon qui est ici ne décline pas du tout, au contraire. Il réaugmente très fortement sur la fin de la période, entre autres à cause de la Chine, mais pas seulement. Et comme on l'a dit déjà ce matin, le Vietnam, malheureusement, pourrait entrer lui-même dans la course des pays qui continuent à s'électrifier grâce au charbon. Le Vietnam n'est pas le seul, l'Indonésie est concernée, l'Afrique du Sud aussi, évidemment. Mais vous êtes bien conscient du fait que ce sera à vous et à votre génération, là je parle aux stagiaires, de faire en sorte que tous ces pays, le Vietnam aussi, puissent transiter vers une économie décarbonée. C'est une nécessité impérieuse si on a compris la gravité de l'enjeu climatique. Alors, une autre vue également de la question du bouquet énergétique au niveau mondial, en fonction des secteurs qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ici, je voudrais simplement pointer, alors évidemment, vous voyez que le charbon se taille la part du lion, avec 21% des émissions, mais ça me semble très important de rappeler que l'agriculture est également extrêmement émettrice. Ça, c'était le grand sujet tout à l'heure de Michel Eddy. Un autre sujet fondamental, c'est la déforestation. La déforestation est émettrice de gaz à effet de serre au sens où elle détruit l'un des puits majeurs d'absorption du CO2 que nous émettons dans l'atmosphère. Vous savez que le CO2 est récupéré par les plantes, et donc en fond, les plantes, la forêt est un puits d'absorption du CO2, et au fur et à mesure que nous détruisons la forêt, nous supprimons un puits majeur. Donc là aussi, il y a un enjeu fondamental à stopper la déforestation. Alors, la difficulté, c'est que nos économies sont dopées à l'énergie. Et c'est pourquoi ce n'est pas du tout facile de transiter d'une économie comme celle qu'on a aujourd'hui, dans laquelle nous consommons allègrement de l'énergie, en particulier le Vietnam, on l'a rappelé tout à l'heure, la consommation énergétique du Vietnam augmente 2 fois plus vite que le PIB vietnamien. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Parce qu'au fond, ce que je vais essayer de vous montrer là pendant 3 minutes, au fond, nos économies dépendent fondamentalement de la consommation d'énergie. Alors pour le voir, une équation très simple, rassurez-vous, ça ne fait pas mal, et c'est des mathématiques de niveau école primaire, disons collège. Donc ici, vous avez une équation qui est tautologique, qui est toujours vraie. En haut, vous avez le PIB, Y. En bas, NT, c'est la population, la taille de la population. Donc ce ratio, c'est le PIB par habitant. Okay. Comme on apprend à l'école, on a le droit, comme on dit, de multiplier en haut et en bas par la même quantité. Donc je multiplie par la quantité d'énergie consommée ou dissipée. Donc ici, maintenant, j'obtiens l'énergie en haut et en bas. Et donc ce premier ratio est toujours égal au produit qui est ici, à savoir la quantité d'énergie consommée par habitant, multiplié par le PIB divisé par la quantité d'énergie. Donc au fond, si vous voulez, l'inverse de l'intensité énergétique, ou encore une mesure de l'efficacité énergétique. Ça, c'est la quantité de dollars que vous arrivez à produire par unité d'énergie dissipée. Okay. Donc le PIB par habitant est toujours égal à la multiplication de la quantité d'énergie consommée par habitant fois l'efficacité énergétique. Si vous passez au logarithme et vous prenez le taux de croissance, croyez-moi, c'est toujours vrai, ces deux équations sont absolument équivalentes, vous obtenez que le taux de croissance du PIB par habitant est toujours égal au taux de croissance de la consommation d'énergie par habitant, plus le taux de croissance de l'efficacité énergétique d'un pays. Ceci est toujours vrai, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la couleur politique du parti en place, il ne peut pas échapper à cette équation. Si vous regardez au niveau mondial, entre 1965 et 1981, ce que donne cette équation, qu'est-ce que vous obtenez? La croissance du PIB par habitant, 2,38%, ce qui est énorme. Jamais l'humanité n'a connu une telle augmentation du PIB par habitant. Il est très vraisemblable que jamais nous ne connaîtrons de nouveau une telle augmentation du PIB par habitant, qui se décompose en 1,6%, l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, plus 0,78%, l'augmentation de l'efficacité énergétique. Okay. À partir de 1981, cette équation devient ceci. Alors, en termes d'efficacité énergétique, le monde a fait d'énormes progrès, en particulier grâce à l'émergence de grands pays comme le Vietnam. Okay. Donc, nous avons beaucoup de progrès en efficacité énergétique. En revanche,
nous n'arrivons plus à augmenter la consommation d'énergie à la même vitesse que précédemment. 0,5%, ça veut dire que la consommation d'énergie au niveau mondial augmente quasiment à la même vitesse que la démographie. Donc elle augmente, mais beaucoup moins vite qu'elle n'augmentait précédemment. Okay ? Et donc, logiquement, vous n'avez plus la même croissance. Okay ? Si vous regardez un pays comme le Japon, de 2000 à 2012, pour le Japon, cette équation devient triviale, puisque ça donne 0 égale 0 plus 0. Plus de croissance, plus d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, et plus de progrès technique au sens de l'efficacité énergétique. Pourquoi ? Parce que le Japon est piégé dans une maladie très grave qui s'appelle la déflation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Je vous donne ces chiffres-là très simples pour vous suggérer que une bonne partie de l'augmentation du PIB, donc de la croissance d'un pays, mesurée à la manière dont la mesurent les économistes, est essentiellement due à la faculté du pays d'augmenter la consommation d'énergie par habitant. Et le progrès technique joue sa part, évidemment, mais une part qui, au moins pendant la période la plus prospère de l'humanité, pendant les 30 Glorieuses, une part qui était relativement mineure par rapport à la question de l'augmentation de la consommation d'énergie. Une autre manière de voir, de sentir le lien très très fort entre la prospérité d'un pays et sa consommation d'énergie, au niveau mondial, c'est celle-ci. Ici, en abscisse, vous avez la consommation d'énergie primaire, toute forme d'énergie confondue. Et en ordonnée, vous avez l'augmentation du PIB mondial. Okay ? Et chaque point correspond à une année. Donc ça commence en 1960, ça se termine en 2011, et donc au fur et à mesure que vous avancez le long de ce petit serpent rouge, vous avancez au cours des années. Première remarque, on a quasiment une droite. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, pour augmenter le PIB en 2011 d'$1 au niveau mondial, il faut augmenter la consommation d'énergie au niveau mondial d'à peu près la même quantité qu'en 1960. OK ? Pour augmenter le PIB d'$1 par habitant, il faut augmenter la consommation d'énergie au niveau mondial de la même quantité, quasiment, en 2011 qu'en 1960. Deuxième remarque, vous voyez bien qu'il y a eu des points d'inflexion. Ça, c'est la crise des années 70. Ça, c'est la crise des subprimes de 2008. Mais ces inflexions légères n'ont pas perturbé la tendance de fond qui est une tendance quasiment linéaire. Question, pour les plus aguerris parmi vous, comment se fait-il qu'on obtienne une droite qui dit qu'en gros, on n'a fait aucun progrès en termes d'efficacité énergétique au niveau mondial entre 1960 et 2011, alors que je vous ai dit il y a 2 minutes qu'on avait fait des progrès significatifs, vous voyez, ici, en termes d'efficacité énergétique entre là et là. Et si vous regardez les statistiques, par exemple, d'un continent comme l'Europe, l'Europe se targue très souvent d'être très vertueuse parce qu'elle aurait considérablement augmenté l'efficacité énergétique de la consommation d'énergie qu'elle pratique chaque année. La réponse tient dans le fait que cette droite ici ne passe pas par l'origine. Ne passe pas par l'origine, ici. Donc en réalité, vous y réfléchirez à tête reposée, tout se passe comme si le monde avait payé un coût fixe en consommation d'énergie pour avoir le PIB qu'il a aujourd'hui, coût fixe qui a été payé au début du XXe siècle, que nous n'avons plus à payer, et qui donne l'illusion, quand on regarde en stock et non pas en flux, qu'à chaque fois que le PIB augmente chaque année, la consommation d'énergie liée à ce PIB diminue. En réalité, ce qu'il faut regarder, c'est de combien d'énergie on a dû augmenter la consommation précédente pour augmenter le PIB. Et donc, si vous regardez en augmentation, en taux de croissance, vous voyez qu'on a fait très peu de progrès depuis 50 ans. Si vous regardez en stock, à cause de ce coût fixe, vous avez l'illusion que nous avons fait des progrès considérables. Alors je dis ceci parce que c'est si vous voulez, c'est un pavé dans la mare du grand débat sur le découplage entre la consommation d'énergie et l'augmentation du PIB. Ce thème-là, qui est déjà aussi le thème du Vietnam, vous dit on devrait être capable, si le découplage est possible, de faire augmenter le PIB, disons mondial, ou pays par pays, sans augmenter la consommation d'énergie. Ça voudrait dire que la courbe qui est ici devrait devenir verticale. Alors, première remarque, vous voyez qu'on en est très loin. On est très loin de la verticalité. Deuxième remarque, on en est tellement loin qu'on ne s'en est pas approché depuis 50 ans. Ou quasiment pas. Et donc, vous voyez que ce qui donne l'illusion
que nous faisons des progrès majeurs en termes d'efficacité énergétique, c'est le coût fixe qui a été payé il y a plus d'un siècle, alors qu'en termes en dérivés, si vous voulez, en augmentation du PIB, en augmentation de la consommation d'énergie, nous ne faisons quasiment pas de progrès au niveau mondial. Ceci n'est pas incompatible avec le fait qu'on fasse des vrais progrès au niveau régional. Tout à l'heure, quand j'ai dit l'Europe se targue de faire des progrès, une partie de ces progrès sont illusoires, j'ai quand même été un peu dur. C'est vrai qu'un continent comme l'Europe fait des vrais progrès, même en dérivés, même en augmentation, mais ceux-ci sont aussi dus au fait que l'Europe a délocalisé une partie de ses usines dans un pays comme la Chine, et donc, en fait, la consommation d'énergie qui assure la prospérité européenne, aujourd'hui, elle est pratiquée en Chine pour produire des produits qui sont consommés en Europe et non plus en Europe. Donc, la vertu apparente des Européens provient du fait que ce sont les Chinois aujourd'hui qui consomment l'énergie et qui polluent pour les Européens. Vous voyez ? Alors, si vous regardez en tendance maintenant, l'augmentation le taux de croissance du PIB et le taux de croissance de la consommation d'énergie, année après année, donc ici en bleu vous avez le PIB, en vert vous avez la consommation d'énergie, vous voyez que d'abord la tendance est à la baisse, donc le taux de croissance baisse inéluctablement au niveau mondial depuis des décennies, et donc on va très rapidement, si on prolonge en tendance, arriver à zéro. Nous sommes peut-être déjà arrivés à zéro. Vous savez peut-être qu'il y a un grand débat aux États-Unis aujourd'hui sur ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire l'idée que nous n'aurions plus de croissance du tout au niveau mondial dans les années qui viennent. Et vous voyez que le taux de croissance de la consommation d'énergie est très très étroitement corrélé au taux de croissance du PIB. Alors, un travail que j'ai fait avec une de mes étudiantes permet d'aller un tout petit peu plus loin que ce que je viens de vous dire jusqu'à présent et de montrer que ce qu'on appelle l'élasticité, donc la sensibilité de la croissance du PIB à la croissance de la consommation d'énergie, est extrêmement élevée. La plupart des économistes, des macroéconomistes, y compris par exemple au FMI, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, estiment que l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie est très faible. Elle devrait être d'environ 8 à 10%. Ils disent ceci, non pas parce qu'ils sont allés mesurer, mais parce qu'il y a un petit résultat de microéconomie qu'on enseigne en première année d'université qui affirme que la sensibilité du PIB à la consommation d'énergie devrait être égale à la part de l'énergie dans le PIB. Or, il se trouve que la part de l'énergie dans le PIB, à cause de la faiblesse des prix de l'énergie, est très faible depuis très longtemps. Elle est comprise entre 8 et 14% dans la plupart des pays, avec des pics à 14 juste après le deuxième choc pétrolier en 1979, et elle est à une moyenne de entre 8 et 10 pour la plupart des pays. Et donc, beaucoup d'économistes en concluent, sans être allés vérifier, que le PIB mondial ou le PIB des pays qui les intéressent dépend très peu de la consommation d'énergie. Donc, avec une de mes étudiantes, nous sommes allés revérifier sur les données si l'augmentation du PIB dépend si peu de l'augmentation de la quantité d'énergie consommée. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la sensibilité du PIB à la consommation d'énergie est de 60%, et non, en moyenne, et non pas de 8 ou 10%. Donc il y a un facteur 6. Nous nous trompons d'un facteur 6 dans notre estimation de l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie. 60%, c'est une moyenne, c'est 70% aux États-Unis, et ce n'est pas très étonnant. Les États-Unis sont d'énormes consommateurs d'énergie, et c'est 40% en Europe. Donc c'est là qu'on retrouve quand même une partie de la vertu des Européens, qui sont moins consommateurs d'énergie, à PIB égal, que les États-Unis. Je n'ai pas fait le calcul pour le Vietnam, mais ce serait très intéressant de calculer l'élasticité du PIB vietnamien à l'énergie. Elle est probablement considérable puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la consommation d'énergie au Vietnam augmente plus vite que le PIB. Alors, est-ce que ça veut dire que tout espoir de sauver la planète est perdu? Non, pas du tout. Ça veut dire que ce qui a déjà été mentionné tout à l'heure, la transition énergétique est une urgence absolue. En quoi consiste-t-elle? Elle ne consiste pas à diminuer la quantité d'énergie consommée dans un pays. Comme j'ai essayé de le montrer avec ce graphique-là, on ne l'a pas fait depuis 50 ans et je vois mal comment on le ferait dans les années qui viennent. En revanche, on peut modifier le bouquet énergétique et ça, on l'a déjà fait, puisque ici, vous avez quasiment le même graphique que précédemment, mais en abscisse, cette fois-ci, vous avez la consommation de pétrole et non plus de toute forme d'énergie primaire. Et en ordonnée, vous avez de nouveau le PIB mondial.
Et vous voyez que si on regarde le pétrole, alors il y a eu une vraie rupture de pente dans les années 70 et on s'est un peu rapproché de la verticale. Un peu. Mais donc on est capable de transiter, autrement dit, de substituer une énergie moins polluante que le pétrole au pétrole. On l'a déjà fait et c'est dans cette direction qu'il faut avancer. Vous voyez, hein, donc ici, la pente après les années 70 est un petit peu plus verticale. Ça veut dire qu'on consomme un peu moins de pétrole pour augmenter de la même quantité le PIB mondial. Et donc, on est plus vertueux en consommation de pétrole aujourd'hui qu'on ne l'était en 1960. Comme on n'est pas plus vertueux en consommation d'énergie, ça veut bien dire qu'on a substitué une autre forme d'énergie au pétrole. Laquelle? Celle auquel vous pensez, bien évidemment, les énergies renouvelables, essentiellement. Et donc, la thématique pour le Vietnam, c'est celle qui a déjà été mentionnée ce matin. Renoncer au mirage du charbon, c'est indispensable, et substituer des énergies moins polluantes au charbon, au premier chef desquels le gaz, qui, comme ça a été dit par Rémi Genevet tout à l'heure, est beaucoup moins polluant que le pétrole et le charbon. Alors, le même graphique encore, mais cette fois-ci, de nouveau, la consommation d'énergie, toute forme d'énergie confondue, et cette fois-ci, en ordonnée, la production industrielle. Pas simplement le PIB, mais uniquement la production industrielle. Vous voyez de nouveau que, quand on regarde la production industrielle, on a quasiment une droite. Donc on a fait très peu de progrès au niveau industriel, au niveau mondial. Et le point que je voudrais souligner ici, c'est que, en 2007, au moment de la crise des subprimes, la bifurcation se fait vers la gauche, et non pas vers la droite. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que ça veut dire que ce qu'on observe historiquement au niveau mondial, à l'issue d'une énorme crise financière, comme celle de 2007-2008, c'est d'abord la consommation d'énergie baisse, et ensuite le PIB baisse. Ce qui veut dire que la causalité va de la consommation d'énergie vers le PIB, et non pas dans l'autre sens. Je souligne ce point parce qu'il y a un énorme débat entre économistes sur cette question. Jusqu'à cette diapositive, la plupart de mes camarades économistes sont d'accord, sauf celle-ci. Hein. Là, ils ne sont pas d'accord, puisque beaucoup d'entre eux disent non, non, l'élasticité du PIB à la consommation d'énergie, c'est 10% et non pas 60%. Donc, mis à part cette diapositive, la plupart de mes camarades économistes sont d'accord avec le reste. Ils ne peuvent pas le nier, puisque c'est vraiment des séries qui sont disponibles pour tout le monde. Donc là-dessus, ils sont d'accord, là-dessus, ils sont d'accord. Ça, ils le contestent, ça, ils sont d'accord. Mais là, ici, il y a une information sur laquelle la plupart d'entre eux ne sont pas d'accord, puisque beaucoup de mes camarades économistes se rassurent en disant c'est normal que la consommation d'énergie augmente quand le PIB augmente, puisqu'au fur et à mesure que le PIB augmente, admettons, vous construisez des nouvelles usines, vous construisez de nouveaux bureaux, il faut de l'électricité pour faire tourner les usines et pour éclairer les bureaux, et donc la consommation d'énergie augmente. Et ça veut dire que la causalité, elle va du PIB vers la consommation d'énergie. En réalité, c'est dans l'autre sens, comme le montre ce graphique, la causalité va de la consommation d'énergie vers le PIB. Et pourquoi cette remarque est-elle fondamentale? Parce que si nous n'arrivons plus à augmenter la consommation d'énergie pour des raisons que je vais rappeler dans un instant, alors nous n'aurons plus de croissance. Vous voyez? C'est pas il y a une croissance magique qui vient parce que les dieux nous sont favorables, ce qui est à peu près ce qui trotte dans la tête des économistes, et donc la consommation d'énergie suit, c'est il y a une augmentation de la consommation d'énergie, et donc ça fait de la croissance. Ça va? Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Si nous décidons de consommer moins d'énergie, à cause du climat par exemple, alors ça veut dire que nous n'aurons pas de croissance. Alors, les économistes en fait, inconsciemment, ils ont bien compris ça. Et donc, vous avez aujourd'hui un travail qui est réalisé par certains économistes pour essayer de changer la mesure du PIB. Puisqu'on voit que le PIB n'augmente plus, voire on constate qu'il n'augmentera plus dans les années qui viennent, alors certains de mes camarades veulent changer le thermomètre pour ne pas s'avouer eux-mêmes que nous avons un énorme problème d'absence de croissance dans les années qui viennent. L'an dernier, en 2015, au niveau mondial, le PIB nominal mondial a baissé de moins 6%. Je redis, je répète, l'an dernier, au niveau mondial, le PIB nominal a baissé de moins 6%. C'est comme si nous avions supprimé de la carte l'économie japonaise. Donc c'est phénoménal. Et l'an dernier, vous l'avez remarqué, nous n'avons eu aucune crise financière majeure, pas de tremblement de terre, aucun grand pays qui aurait fait défaut sur sa dette, etc.
Pourquoi est-ce qu'on en parle très peu? D'abord parce que ça embarrasse beaucoup les économistes, et ensuite parce que les économistes se rassurent en disant « Ah oui, oui, mais attention, le PIB réel, donc corrigé de l'inflation, lui, il a augmenté. » D'autant que le PIB réel au niveau mondial, il est calculé en trafiquant les taux de change entre pays, avec des techniques dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Et donc ce PIB réel, qui est une construction artificielle, lui, il continue d'augmenter, alors que le PIB nominal mondial baisse de moins 6%. C'est la première fois dans l'histoire des statistiques mondiales que nous avons un tel divorce entre le PIB réel et le PIB nominal, pour des raisons que je pourrais détailler si vous m'interrogez tout à l'heure. Mais toujours est-il que moi, je crois que le PIB réel, ce n'est pas du tout une bonne construction. Si vous voulez, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. D'autant que lorsqu'on a des dettes, et vous savez que la dette publique du Vietnam commence à devenir un problème, puisque vous êtes en train de vous rapprocher de la barre des 65%. Quand on a des dettes, les dettes, on les rembourse avec de la vraie monnaie. Donc on les rembourse en dong, en dollars, en yens, en euros. On ne les rembourse pas en monnaie réelle calculée pour calculer le PIB réel. Le PIB réel ne sert à rembourser aucune dette. Le PIB nominal sert à rembourser les dettes. Et donc si le PIB nominal mondial baisse de moins 6%, ça veut dire que la planète a un énorme problème devant elle pour rembourser sa dette. Alors, ça je vais passer. Deuxième raison pour laquelle il faut réfléchir au rôle de l'énergie et éventuellement considérer le fait que nous n'arrivions plus dans les années qui viennent, à augmenter la consommation d'énergie qui a assuré notre prospérité jusqu'à aujourd'hui, en particulier au Vietnam. Premièrement, à cause du climat, je l'ai dit, mais deuxièmement, également, à cause de ce qu'on appelle le peak oil. Donc il y a été fait allusion par Rémi Genevet il y a quelques minutes, ce matin, mais je voudrais revenir sur ce sujet. Le peak oil, en anglais, ça veut dire le pic du pétrole. Le pic du pétrole, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est la consommation de pétrole au niveau mondial depuis les années, je ne sais pas lesquelles, disons avant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Et c'est la projection de la consommation mondiale de pétrole. Le pic, c'est le moment où vous arrivez au sommet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole, puisqu'on continue d'en consommer. La totalité des réserves disponibles, c'est la surface qui est en dessous de la courbe. Puisque à la fin des temps, une fois que cette courbe aura atteint zéro, il n'y aura plus de pétrole. Mais la totalité du pétrole qu'on aura consommé, ce sera la surface de la courbe. Le pic du pétrole, c'est le moment où on atteint le sommet et à partir duquel il ne sera plus possible d'augmenter la quantité de pétrole consommée sur Terre. Mais évidemment, le lendemain du pic du pétrole, on continue d'en consommer, il en reste. Simplement, on en consomme moins que la veille. D'accord ? Alors, le pic du pétrole, avec les techniques conventionnelles d'extraction, a déjà été atteint au niveau mondial en 2005. Ceci est admis par tout le monde, en particulier l'Agence internationale de l'énergie à Paris l'a reconnu. Alors elle a mis 5 ans à le reconnaître, donc elle l'a avoué en 2010, parce que, comme vous l'imaginez, il y a un très fort lobby sur les chiffres qu'on donne sur le pétrole, mais aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Le pic mondial conventionnel de pétrole a été atteint en 2005. Ce qui veut dire qu'il a été atteint en gros autour de 90, un peu moins, 88 millions de barils de pétrole produits chaque jour au niveau planétaire. Ça veut dire que depuis 2005, l'humanité n'arrive plus à augmenter la quantité de pétrole qu'elle sort du sous-sol chaque jour, avec les techniques conventionnelles d'extraction. Et elle arrive à sortir en gros 88 millions de barils par jour, et elle n'arrive pas à faire plus pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure si vous voulez. Maintenant, il reste un débat, donc ça c'est 2005, il n'y a plus de débat sur 2005. Il reste un débat sur le pic du pétrole, toutes techniques confondues, c'est-à-dire en incluant non seulement les techniques conventionnelles, mais également ce qu'on appelle le fracking en anglais, donc la fracturation hydraulique de la roche, qui permet aujourd'hui d'avoir des nouveaux puits, en particulier au nord des États-Unis et au Canada. Question, le pic du pétrole, toutes techniques confondues, il est pour quand? Aujourd'hui, la communauté des ingénieurs pétroliers est très divisée. En gros, vous avez deux tribus, la tribu des optimistes, la tribu des pessimistes. La tribu des optimistes dit le pic du pétrole mondial, toutes techniques confondues, est pour 2050-2060. Les plus pessimistes disent il est pour 2025. Et j'ai beau réinterroger très régulièrement mes camarades ingénieurs pétroliers, il n'y a aucune des deux tribus aujourd'hui qui l'emporte, mais
on a des raisons de penser, j'ai des raisons de penser que ceux qui prétendent que c'est 2025 ne sont pas des fous. Et donc, l'humanité doit se préparer à pouvoir atteindre son pic du pétrole dès 2025. C'est possible. Et en tout cas, si vous interrogez les amis géophysiciens, beaucoup de géophysiciens sont très favorables à la thèse du 2025. Alors, pourquoi est-ce que ceci va rendre la résolution de l'équation de Michel Eddy tout à l'heure très compliquée et plus généralement la question de la transition énergétique très compliquée et donc la réponse que l'humanité peut apporter aux défis climatiques très compliquée. À cause de cette équation très simple que vous avez en haut, qui est quasiment la même équation que celle que je vous ai montrée il y a une demi-heure. C'est de nouveau une tautologie, donc il n'y a pas de mathématiques sophistiquées cachées derrière. Ici, vous avez la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère par l'humanité. Elle est toujours égale au terme de droite. Le terme de droite, c'est quoi? C'est la quantité de CO2 divisée par l'énergie consommée, multiplié par l'énergie consommée divisé par le PIB, multiplié par le PIB divisé par la population, multiplié par la population. Comme vous le voyez facilement, la population s'élimine, le PIB s'élimine, l'énergie s'élimine, et le CO2 est toujours égal au CO2. Okay? Donc, c'est une tautologie. Mais elle est très utile parce qu'elle permet de comprendre où sont les enjeux. Ça nous dit que la quantité de CO2 que nous émettons est toujours égale à l'intensité en CO2 de l'énergie consommée, multiplié par l'intensité énergétique du PIB, multiplié par le PIB par habitant, multiplié par la population. La communauté internationale, en particulier à Paris l'an dernier, s'est engagée à diviser par 3 la quantité de CO2 au niveau mondial d'ici 2050. Et on sait, je vais vous le montrer encore dans un instant, qu'il est impératif d'arriver à ceci si nous voulons éviter l'apocalypse à la fin de ce siècle, par exemple, une augmentation de plus 6 degrés de la température. Donc, nous devons diviser par 3 le terme de gauche. Ce qui veut dire qu'il faut diviser par 3 le terme de droite. Alors, question, où allons-nous réussir à faire des progrès? Alors, on va regarder l'un après l'autre chacun des termes de l'équation pour essayer de voir où nous avons des marges de manœuvre. Commençons par la population. La population, comme vous le savez, c'est assez compliqué de maîtriser l'évolution démographique d'un pays et les scénarios de l'ONU nous prédisent pour l'instant une transition démographique en Afrique saharienne qui évolue beaucoup plus lentement que prévu et donc une augmentation de la population, ça a été redit ce matin, de 9 milliards en 2050, peut-être 11 milliards à la fin de ce siècle. Donc ici, vous avez un scénario possible, parmi d'autres, hein, mais en tout cas, 9 milliards en 2050, ça veut dire une augmentation de près d'un quart de la population. Donc ça veut dire que ce n'est pas du côté de la population qu'on va réussir à obtenir une division par 3. Au mieux, on restera constant. Mais ça, c'est déjà probablement impossible, puisque, en gros, la tendance démographique d'ici 2050, elle se détermine aujourd'hui, et donc c'est déjà trop tard. Si je regarde le PIB par habitant, ça, c'est le revenu par habitant. Ça me paraît assez clair qu'aucun gouvernement n'est capable de faire un programme politique construit sur la baisse du revenu par habitant. Donc, certainement pas une division par 3. Donc, a priori, il est politiquement impossible aujourd'hui d'engager un programme, quel qu'il soit, qui serait construit sur la division par 3 du revenu par habitant. Admettons que ceci reste constant. Vous savez bien que dans la plupart des pays, les projections, c'est plutôt une augmentation de 2% du revenu par habitant. Une augmentation de 2% du revenu par habitant, ça veut dire que ce ratio devrait être multiplié par 2 d'ici 2050. Multiplié par 2. Donc, si nous sommes assez fous pour croire que nous allons réussir encore à avoir de la croissance au niveau mondial à un rythme, disons, de 2% par an, ça veut dire que ceci sera multiplié par 2. Si ceci est multiplié par 1,25, augmentation de 25%, ça veut dire que, comme ça doit être divisé par 3, ça veut dire que les deux termes qui sont là doivent être divisés par 3 fois 2, 6, fois 1,25, admettons 7, un peu plus que 7. Ça veut dire que ces deux termes-là doivent être divisés par 7 d'ici 2050. Vous commencez à sentir que ça va être très compliqué. Regardons ces deux termes. Premier terme, l'intensité énergétique, la quantité d'énergie, toute énergie confondue, rapportée au PIB. Alors c'est là, à mon avis, que les grands fantasmes des économistes se logent,
puisque c'est le terme sur lequel, en fait, eux ont le moins de prise parce qu'ils ne comprennent pas très bien comment ce terme évolue. Ça, c'est le monde des physiciens, ça. Hein, c'est comment est-ce que vous arrivez à avoir de l'activité sur cette planète en consommant moins d'énergie. Pour ceux qui ont fait un tout petit peu de thermodynamique, vous savez que c'est à peu près impossible. Et donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. La quantité d'énergie rapportée au PIB, elle reste méchamment constante depuis plus de 60 ans au niveau mondial. OK ? Et donc ce terme-là, peut-être qu'on va réussir à le faire baisser un peu, mais de là à le diviser par 7, je n'y crois pas une demi-seconde. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ce terme-là. Ce terme-là, c'est le terme de la transition énergétique. C'est la quantité de CO2 que vous émettez à chaque fois que vous consommez 1 kWh. Et donc, ça veut dire, c'est ce terme-là qu'on peut faire bouger en transitant d'une économie carbonée vers une économie décarbonée. Donc, vous voyez que malheureusement, c'est assez simple. Les 3 autres termes, c'est bien compliqué d'y toucher. Le seul terme sur lequel on peut vraiment agir à court terme et immédiatement, c'est celui-là. Est-ce qu'on va réussir à le diviser par 7 ? Honnêtement, j'en sais rien, il faut le souhaiter. Mais ça veut dire qu'il y a un énorme travail à faire. Et ça veut dire que tant qu'un pays comme le Vietnam continuera à fonder sa prospérité sur le charbon, on ne va jamais y arriver. Alors vous n'êtes pas les seuls. Le Vietnam n'est pas tout seul du tout. Hein. La Chine a une part de responsabilité considérable. Et au fond, les Européens aussi, puisqu'ils ont délocalisé en Chine les usines polluantes, hein, dont ils continuent de bénéficier. Donc on est tous responsables. Ce n'est pas du tout une manière de jeter la pierre sur qui que ce soit. C'est une manière de nous faire prendre conscience de l'énormité de l'enjeu qui est devant nous. Reste que, il est possible que nous apprenions à être vertueux, il est possible que nous réussissions à diminuer vraiment CO2, la quantité de CO2 que nous émettons, mais pas du tout by design, comme disent les Anglais, c'est-à-dire en le programmant et en agissant en particulier sur cette variable qui est la plus facile à changer, mais par contrainte, par exemple, par un effondrement du revenu par habitant, c'est malheureusement tout à fait possible, voire par un effondrement de la population, ce qui serait un désastre, ce qui veut dire des désastres humanitaires dans les années qui viennent. Et si vous avez écouté attentivement ce que vous a dit Michel et Eddy tout à l'heure, les prospectives de Agrimonde rendent tout à fait possible, malheureusement, la possibilité que ceci s'effondre et que ceci s'effondre dans les années qui viennent. Et donc vous voyez que, au fond, nous n'avons pas tellement de choix. Nous savons qu'il faut absolument que ces termes-là baissent dans les années qui viennent, si nous voulons éviter l'apocalypse à la fin du siècle sur cette planète. Soit nous allons réussir à les faire baisser parce que nous sommes intelligents, c'est ce terme-là, peut-être un petit peu ce terme-là, peut-être un petit peu ce terme-là en pratiquant, disons, du contrôle familial, du planning, etc. en Afrique, soit nous allons devoir subir des désastres qui feront baisser ce terme-là et celui-ci dans les décennies qui viennent. Alors, ça veut dire qu'il est possible que nous ayons des effondrements et pour achever de nous faire peur, je vais essayer de décrire un tout petit peu ça. En 1972, il y a eu un travail absolument remarquable qui a été fait au MIT, à Boston, sur la côte est des États-Unis, par des physiciens, des agronomes, des biologistes et des ingénieurs. Il n'y avait pas un seul économiste dans cette équipe, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et donc cette équipe, elle a rendu un rapport au Club de Rome qui s'appelle Limits to Growth, des limites à la croissance, halte à la croissance, qui a eu un énorme succès à l'époque, plus de 10 millions d'exemplaires vendus, et qui a été complètement ignoré par les économistes. Les économistes se sont bien abstenus de commenter ce rapport fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une ligne d'économie dans ce rapport, donc ils ont estimé que c'était non pertinent pour ce qu'ils faisaient. Ce rapport disait quoi ? Il disait, si nous continuons la trajectoire du business as usual, nous pouvons avoir des effondrements planétaires au XXIe siècle, et l'un de ces scénarios, de Meadows, prédit un effondrement dans la prochaine décennie, dans la décennie 2020. Effondrement de la production agricole, et donc industrielle, et donc de la population. Ce travail a été complètement ignoré et méprisé par les économistes, mais il y a un physicien australien, Graham Turner, qui l'a testé, alors là il y a une petite erreur, c'est pas 2014, c'est 2008, qui l'a testé en 2008, et qui a regardé ex post si les trajectoires de Meadows avaient effectivement été suivies par la planète depuis 1972. Alors c'est ce graphique que vous avez ici, et malheureusement, Turner est arrivé à la conclusion que le modèle de Meadows marche très bien. Donc là, vous avez la trajectoire effectivement suivie sur une série de variables, et vous avez la trajectoire
qui avait été prédite par l'un des scénarios de Meadows. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la conclusion, c'est que l'équipe Meadows, en 1972, avait construit un modèle qui a prédit de manière, avec une très bonne fiabilité, les variables essentielles d'évolution de la planète sur 40 ans. Alors je peux vous dire que nous, économistes, quand nous faisons un modèle macroéconomique qui dit des choses intelligentes sur 2 ans, nous estimons mériter le prix Nobel, en général. Hein. Meadows avait fait, sans une ligne d'économie, un modèle qui marche sur 40 ans. Et très bien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les scénarios qui marchent très bien, il y en a 2. Ce sont exactement les 2 scénarios qui nous envoient vers un effondrement de type planétaire au cours du XXIe siècle. Premier scénario, effondrement dans les années 2020. Second scénario, effondrement dans les années 2050-2060. À quoi ceci est-il dû? À 2 phénomènes. Raréfaction des ressources naturelles, pour le premier scénario. Deuxième phénomène, saturation des puits d'absorption de la pollution, pour le deuxième scénario. Et alors, un point d'attention, c'est que ce deuxième phénomène, la saturation des puits d'absorption de la pollution, n'est pas le changement climatique. En 1972, l'équipe Meadows n'avait pas du tout l'information qui a été collectée par le GIEC. Et donc, quand Meadows parle de saturation des puits d'absorption, ce n'est pas la saturation des puits d'absorption du CO2, malheureusement. Donc le climat vient en plus. Toutes les horreurs que je vous ai racontées sur le climat, c'est en plus de ce qui avait été fait par Meadows. Essentiellement, la différence entre le premier et le deuxième scénario chez Meadows, et ici ce que vous avez, c'est le premier scénario, hein, avec l'effondrement en 2020-2025, c'est la question du pic du pétrole. Et donc vous voyez qu'il y a un lien profond entre ceci et ce dont je vous parlais précédemment, ici, là. Si le pic du pétrole est pour 2025, comme l'estime la tribu pessimiste des ingénieurs pétroliers, alors c'est plutôt le premier scénario de Meadows qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire celui d'un effondrement planétaire dans la prochaine décennie. Si c'est la deuxième école qui a raison, avec un pic du pétrole en 2050-2060, alors ça devrait être la deuxième école des ingénieurs pétroliers, les ingénieurs optimistes, entre guillemets, qui devraient voir se réaliser ces prospectives. Hein. Toujours est-il que ce soit pour dans 10 ans ou pour dans 30 ans, ça veut dire que c'est quand même pour demain ou après-demain. Et donc, il y a urgence à agir. Alors, nous nous sommes posé une question à l'Agence française de développement, qui est la suivante. Premièrement, il n'y avait pas une ligne d'économie dans ce qu'a fait Meadows. Est-ce que, disons, le court-circuit intellectuel du travail de Meadows est légitime au sens où, si on rajoute de l'économie, ça ne change rien? Ou bien, si on tient compte de l'aptitude d'une économie à investir davantage dans telle ou telle partie du capital, à baisser sa consommation, etc., est-ce qu'on arrive à échapper à la tragédie? Première question. Deuxième question, si on tient compte du climat, qu'est-ce que ça change? Alors, on a fait ce travail à l'AFD, à l'Agence française de développement. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, on a construit un modèle macroéconomique dans le détail duquel je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps, mais dont les conclusions... Ah, là, on ne voit rien du tout. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas les graphiques. Il faudra que vous regardiez sur la version imprimée des graphiques. Donc, je vais vous donner ces conclusions oralement. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Les conclusions sont que, malheureusement, nous ne pouvons que confirmer le travail de Meadows. Et donc, si on construit un modèle macroéconomique au niveau mondial, ce que nous avons fait, en tenant compte en particulier de la dette privée et la dette publique, alors on constate que les boucles de rétroaction climat, autrement dit l'impact du climat sur l'économie mondiale, peuvent nous envoyer vers un effondrement planétaire au cours du XXIe siècle. Pas aussi vite que le prévoit Meadows, pas pour 2020, mais plutôt dans la deuxième partie du scénario, 2050-2060. Alors il y a plein, là je ne peux pas vous les décrire, il y a plein de scénarios possibles que nous avons envisagés, en fonction notamment de la sensibilité du climat à la concentration de CO2, ce dont je vous ai parlé au tout début de mon exposé. Vous vous rappelez, cette sensibilité-là, elle est comprise entre 1 et 6, en fonction des modèles utilisés par les climatologues. Évidemment, si elle est égale à 1, ce que je vous raconte n'est pas vrai, il n'y a pas d'effondrement planétaire au XXIe siècle, tout se passe bien, nous pouvons continuer à polluer, finalement, la température augmente très peu. Si elle est égale à 6, alors nous avons un effondrement planétaire très très rapidement, 2050-2060, simplement à cause du climat, c'est-à-dire en négligeant tous les autres aspects du travail qui avait été fait par Meadows, à savoir le pic du pétrole, le pic cuivre, le pic phosphore,
mais aussi la saturation des puits d'absorption des autres pollutions que nous émettons. Vous savez, pour donner juste un exemple, que le trou dans la couche d'ozone, dont on a beaucoup parlé en Occident dans les années 80-90, ce trou a cessé d'augmenter, mais il ne se réduit pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte quelquefois dans les médias. Ce trou ne se réduit pas, il a juste cessé d'augmenter. Donc ça veut dire que les autres aspects de la pollution de l'activité humaine, indépendamment, j'allais dire malheureusement, du climat, et donc du CO2, ces autres aspects sont fondamentaux et nous n'avons pas fait de progrès considérable dans la réponse apportée à ces autres aspects. Donc le message général, c'est si nous continuons sur la trajectoire du business as usual, nous avançons vers des désastres humanitaires au niveau planétaire. C'est la raison pour laquelle je vous disais au tout début de mon exposé, cette trajectoire du business as usual n'est juste pas envisageable du tout, du tout. D'où la nécessité impérative de la transition énergétique qui vous a été évoquée ce matin par les différents orateurs qui m'ont précédé. Je voudrais juste terminer mon exposé par une question dont raffolent les économistes, qui est la question des prix. Reprenons l'enjeu du pic du pétrole. Si ce que je vous ai dit est vrai, à savoir que nous devrions atteindre le pic du pétrole, c'est-à-dire ceci, dans les décennies qui viennent, soit en 2025, soit en 2050. Alors, la plupart des économistes vont vous dire, bon, c'est pas du tout dramatique, ça veut dire que le prix du pétrole va augmenter très vite et donner le signal au marché de la raréfaction du pétrole, fournir les bonnes incitations pour que les économies se convertissent très vite à d'autres types d'énergie que le pétrole. Les économistes ont en particulier en tête un modèle qui date des années 1930, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Hotelling, qui prédit ça, qui dit, voilà, si vous avez une ressource naturelle qui diminue, alors le prix de cette ressource, toute chose égale par ailleurs, doit augmenter, et donc elle incite la demande à se porter vers d'autres types d'énergie. Et par ailleurs, comme le prix de cette énergie augmente, elle incite aussi ceux qui puisent cette énergie à continuer de forer un peu plus loin pour épuiser définitivement les ressources. Et donc, pour ce qui est du pétrole, en principe, le prix du baril devrait augmenter très fortement pour permettre aux pétroliers d'avoir des investissements rentables pour aller puiser les dernières réserves de pétrole qui restent et, par ailleurs, obliger le reste de l'économie, la demande en particulier, à s'orienter vers d'autres types d'énergie que le pétrole. Question, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, puisque, comme vous le savez, on l'a déjà dit ce matin, le prix des matières premières, et en particulier le prix du pétrole, n'explose pas en ce moment. Au contraire, on a vu ce paradoxe inouï d'un prix du baril qui s'est effondré au cours des 3 dernières années et qui reste encore très très faible aujourd'hui. Et comme vous le savez sûrement, le prix du pétrole emmène avec lui le prix de toutes les énergies, qui dépendent très très fortement du prix du pétrole, et le prix de l'énergie dicte en grande partie le prix des matières premières. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'énergie pour extraire toutes les autres matières premières. Alors, la réponse à ce paradoxe, elle commence ici et puis elle se terminera dans trois slides. Ici, vous avez, pour le pétrole, en abscisse, la consommation de pétrole au niveau mondial. Et vous avez, en ordonnée, le prix du pétrole ramené, enfin, déduit, ajusté de l'inflation. Et de nouveau, chacun des points ici, c'est une année, donc ça commence en 1921 et ça se termine en 2014. Ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre l'augmentation de la consommation de pétrole et son prix. Vous pouvez avoir tout d'un coup une augmentation massive, ça c'est les chocs pétroliers, puis une baisse où le prix du pétrole revient au niveau qui était le sien après les chocs du pétrole, puis remonte, ça c'est la crise des subprimes, puis s'effondre de nouveau. Il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de la consommation de pétrole et le prix du pétrole. Donc, le modèle de Hotelling est violemment contredit par ce qu'on observe. Le modèle de Hotelling est complètement faux. Empiriquement, il ne s'observe pas. Donc les physiciens qui sont dans la salle reconnaissent tranquillement que les faits contredisent la théorie, donc il faut changer de théorie. Et malheureusement, il n'y a que dans la tribu des économistes où, quand les faits sont faux, enfin quand les faits montrent que la théorie est fausse, on maintient la théorie et on contredit les faits. Ça, c'est une bizarrerie des économistes qui ont beaucoup de mal avec le monde réel. Mais le point essentiel ici, c'est que les prix ne transmettent pas l'information pertinente sur la raréfaction de la ressource. Pourquoi ? Alors, bon, là j'ouvre une autre parenthèse, c'est un petit peu une polémique avec mes camarades économistes. Ça, c'est les prospectives
transmise par l'Agence internationale de l'énergie sur le prix du pétrole. Donc ça, c'est le prix du pétrole que vous avez vraiment observé. Et à chaque endroit, c'est le pronostic qui a été délivré par l'Agence internationale de l'énergie sur l'évolution du pétrole. Donc ici, par exemple, en 1990, vous voyez, la tendance du prix du pétrole, c'est celle-là. On arrive à ce point. L'Agence internationale de l'énergie, en 90, dit, bon, ben, la tendance du prix du pétrole, ça va être ça. Et ce qu'on observe, c'est un effondrement. Donc elle s'est complètement trompée. Ici, quelques années après, même chose, tout le temps. En fait, à aucun moment, les économistes ne sont capables de prédire correctement l'évolution du prix du pétrole. Ils se trompent en permanence. Vous voyez, ce qui est un tout petit peu gênant pour des professionnels de l'évolution des prix. Alors, la raison, donc il y a deux explications majeures à ces fluctuations des prix du pétrole qui ne sont pas liées à la demande et à l'offre de pétrole. Premièrement, le marché du pétrole est un marché extrêmement trafiqué, au sens où le prix mondial du pétrole, il est calculé de la manière suivante. Chaque jour, vous avez une institution privée, même pas publique, privée, qui téléphone tous les matins, enfin maintenant elle envoie des mails, mais il y a quelques années elle téléphonait, aux principaux majors pétroliers, aux principales compagnies pétrolières, en leur demandant, bon, hier après-midi, à quel prix vous avez vendu? Elle élimine, bon, elle téléphone à une vingtaine de compagnies pétrolières, elle élimine celles qui sont très en haut de la fourchette, elle élimine celles qui sont très en bas, et elle prend la moyenne des prix des autres. Et elle dit, chaque matin, le prix du pétrole, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez eu exactement le même mécanisme pour ce qu'on appelle le LIBOR, qui est un taux d'intérêt fixé à Londres pour une grande quantité de marchés financiers. Il y a eu un scandale il y a 2 ou 3 ans où on a constaté que les banques qui étaient interrogées pour calculer le prix du LIBOR avaient manipulé les informations qu'elles donnaient à l'institution qui devait calculer le LIBOR. Pourquoi? Parce que si vous savez quel taux d'intérêt sera décidé demain matin, à l'avance, ben vous pouvez gagner de l'argent en pariant sur le taux d'intérêt demain. Et comme c'est vous qui allez donner l'information qui servira à calculer ce taux d'intérêt, vous êtes sûr de gagner. Vous comprenez? Et donc, on sait aujourd'hui que une vingtaine de grandes banques, y compris françaises, ont manipulé sciemment le cours du LIBOR pour gagner de l'argent. Mutatis mutandis, il en va de même pour le pétrole. Alors, je ne prétends pas que les pétroliers manipulent le prix du pétrole. Je dis, c'est possible qu'ils manipulent le prix du pétrole depuis des années, puisque ce prix n'est pas calculé en fonction de l'offre et de la demande, mais en fonction des déclarations des compagnies pétrolières sur ce qu'elles font. Question, y a-t-il un intérêt des compagnies pétrolières à manipuler les déclarations qu'elles font à l'organisme qui calcule le prix du pétrole? Réponse, très vraisemblablement. Ceci n'est pas une preuve, c'est une présomption de culpabilité. C'est la première remarque. La deuxième, elle est ici, c'est que le prix du pétrole aujourd'hui est très violemment financiarisé. Pour quelle raison? Parce qu'il y a davantage de capitaux qui circulent sur les marchés dérivés, d'actifs financiers dérivés, les derivatives en anglais, sur le pétrole, que sur le pétrole. Le marché spot de pétrole, c'est-à-dire le marché du pétrole où les gens achètent du pétrole parce qu'ils veulent vraiment se faire livrer du pétrole, est 30 fois plus petit que les marchés financiers sur le pétrole. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers sur le pétrole? Vous avez essentiellement des grandes banques qui vendent et qui achètent des dérivés, donc des actifs financiers sur le pétrole, par exemple, des actifs qui sont des contrats qui vous promettent la livraison du pétrole dans 30 ans. Alors vous avez des grandes banques, comme Goldman Sachs ou d'autres, qui achètent des contrats de livraison du pétrole dans 30 ans, qui n'ont aucune intention de se faire livrer du pétrole, mais qui espèrent que dans quelques mois ou dans quelques années, le prix de ces contrats aura augmenté. Et donc elles achètent aujourd'hui pour revendre d'ici à 30 ans, et elles se disent, c'est bien le diable si dans 30 ans, d'ici 30 ans, le prix de l'actif n'aura jamais augmenté. Et dès qu'il a augmenté suffisamment, la banque revend l'actif pour gagner la différence de prix entre le prix auquel elle a acheté l'actif et le prix auquel elle le vend. Ça s'appelle de la spéculation sur des actifs financiers dérivés sur le pétrole. La raison pour laquelle je vous parle de ceci, c'est que cette spéculation est énorme, puisqu'elle pèse 30 fois plus lourd que le marché du pétrole lui-même. Et la deuxième raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'elle finit par avoir une influence sur le prix lui-même. Pourquoi? Parce que si vous avez le contrat de livraison du pétrole dans 6 mois, qui explose, dont le prix explose, par exemple, alors vous voyez bien que vous ne pouvez pas vendre aujourd'hui le pétrole au même prix.
puisque entre livrer le pétrole dans 6 mois et aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Et donc vous êtes obligé d'adapter le prix auquel vous échangez le pétrole aujourd'hui au prix auquel il va être livré dans 6 mois. Vous voyez bien que si le prix auquel vous allez livrer le pétrole dans 6 mois est multiplié par 4, bah aujourd'hui, vous n'allez pas vendre votre pétrole au même prix. Vous allez multiplier par 3,5 au moins le prix auquel vous vendez le pétrole aujourd'hui. Et inversement, si le prix auquel on peut se faire livrer du pétrole dans 6 mois est divisé par 2, bah vous n'arriverez pas à vendre le pétrole au même prix aujourd'hui. Le prix du pétrole aujourd'hui va baisser. Vous voyez ? C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Je reviens un tout petit peu en arrière, une seconde. Ici, là. Vous voyez bien qu'en 2008, vous avez une explosion du prix du pétrole. Juste sur une année et demie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du baril était à $60 à la fin de 2007. Il est monté à $145 au milieu de l'année 2008, puis s'est effondré à $40, puis il est remonté à 60. Tout ça en 12 mois. Vous comprenez bien qu'une telle variation, 60, 145, 40, 60, n'a rien à voir avec l'offre et la demande réelle de pétrole. L'offre et la demande réelle de pétrole sont extrêmement stables au niveau mondial. Elles croissent lentement, de 500 000 barils par an, tranquillement, à la faveur de la croissance vietnamienne, de la croissance chinoise, etc. Mais elle ne fait pas du tout des montagnes russes du type 60, 145, 40, 60. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les investisseurs financiers, les traders, dans les banques, qui avaient acheté énormément d'actifs financiers pourris subprime, qui ont compris à la fin de l'année 2007, début de l'année 2008, que ces actifs ne valaient plus rien, qui les ont vendus dans la panique et qui, lorsqu'ils sont dans la panique, réinvestissent leur liquidité, leur argent, toujours dans les mêmes 3 valeurs, toujours les mêmes. L'or, pourquoi? Parce qu'on continue de penser que l'or est une réserve sûre, alors que l'or joue un rôle très très mineur aujourd'hui dans l'économie mondiale, mais c'est un vieil archaïsme. L'or, le pétrole, alors là par contre ça se comprend, parce que le pétrole joue un rôle fondamental dans l'économie mondiale, vous l'avez compris d'après tout ce que je vous raconte depuis 1 heure, et troisièmement, le franc suisse. Alors ne me demandez pas pourquoi le franc suisse, peut-être parce que beaucoup de traders ont mis leur argent dans une banque au noir en Suisse, c'est possible. Mais en tout cas, c'est ces 3 réserves, secours, refuges, dans lesquels les traders, dans le monde occidental, mettent leur argent quand ils paniquent. Et vous, là, je n'ai pas le graphe ici, mais si vous me demandez, je pourrais vous l'envoyer. Quand vous regardez l'évolution du cours de l'or et du pétrole en 2008, elle est absolument parallèle. L'or et le pétrole explosent au même moment, puis s'effondrent au même moment, puis remontent en même temps. Pourquoi? Parce que les traders, dans la panique de la crise financière, commencent par vendre leurs actifs subprime, achètent massivement de l'or, du pétrole et du franc suisse, puis au moment où ils ont compris qu'ils vont pouvoir le revendre en même temps, donc leur prix s'effondre, puis ils le rachètent quelques mois plus tard. Vous voyez? Et donc ça veut dire que le prix du pétrole, aujourd'hui, ne reflète pas la raréfaction réelle, physique du pétrole, ni même l'évolution de l'offre et de la demande physique du pétrole, mais il reflète 2 choses, les manipulations potentielles des compagnies pétrolières et les pronostics des banques. Mais les banques peuvent se tromper, surtout si elles se fient, disons, à des pronostics comme cela. Vous voyez? Et donc, le prix du pétrole ne reflète quasiment pas grand-chose de la réalité. Une dernière remarque, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Il y a un petit résultat de mathématiques que j'ai construit avec des amis mathématiciens français, qui dit en plus que la financiarisation du prix du pétrole peut empêcher complètement le prix du pétrole de donner quelque information que ce soit. Et ce qui vaut pour le pétrole vaut pour tout, puisque c'est des maths, c'est pas lié aux spécificités du marché du pétrole. Supposons que vous ayez un prix dont la tendance déterministe soit exponentielle comme celle-ci. Ça, c'est le prix qu'on devrait voir pour le pétrole si le modèle de Hotelling était vrai, puisque ça reflète la raréfaction croissante du pétrole. Ça vaut d'ailleurs pour le cuivre, pour le phosphore, puisqu'on sait qu'ils vont atteindre leur pic dans les années qui viennent, donc leur prix devrait également augmenter comme ceci. Supposons maintenant que ce prix-là, qui est le prix, disons, lié au marché réel, soit financiarisé et dépende de mouvements aléatoires sur les marchés financiers, de dérivés sur le pétrole. Mais supposons
que ces mouvements aléatoires soient d'amplitude relativement faible. Alors ce qu'on va observer, c'est, on ne verra pas, disons, la tendance déterministe, mais on va voir quelque chose d'un peu chaotique qui correspond à la tendance et qui est simplement la tendance augmentée d'un mouvement brownien pour ceux qui connaissent. Mais disons que si on est dans cette situation-là, quelqu'un qui observe les cours du pétrole sur les marchés, bon, au jour le jour, il ne verra pas grand-chose, mais sur le moyen terme, il verra bien une tendance se dessiner qui lui donnera la bonne information. Ce que nous avons démontré, c'est si jamais ce qu'on appelle la volatilité, en anglais volatility, autrement dit, la taille, l'amplitude des fluctuations aléatoires des cours financiers, si cette volatilité est très grande, je vous passe les détails, alors forcément, le prix va s'effondrer vers zéro. C'est très étonnant, mais voilà. Si vous avez une très forte fluctuation aléatoire du prix d'une marchandise, alors, parce que ce prix doit toujours être positif, eh bien, il finit forcément par s'effondrer vers zéro. Et donc, vous pouvez très bien avoir aujourd'hui un pétrole qui est de plus en plus rare, dont le prix sous-jacent devrait forcément exploser exponentiellement, normalement, mais dont la financiarisation, si elle s'accompagne elle-même d'une agitation aléatoire suffisamment importante, peut provoquer la chute du prix vers zéro. Au moins d'un point de vue théorique, c'est absolument faisable, c'est possible. Vous voyez ? Je ne dis pas que c'est ce qui se passe en ce moment, encore que, mais ce que je dis, ceci implique qu'un prix financiarisé ne peut plus être considéré comme un indicateur de quelque réalité que ce soit. Il peut transmettre des informations qui sont complètement fausses. Alors, je vais m'arrêter là. Vous voyez bien que ce que nous avons à faire, nous tous, c'est à transiter vers une économie décarbonée. Et ce que les économistes ont à apprendre, et moi le premier, c'est arrêter de regarder les prix, qui ne transmettent pas la bonne information, mais faire comme les ingénieurs et les physiciens, regarder les quantités. Ce que je vous ai dit ici, là, vous voyez le débat que j'ai avec mes camarades sur ça, l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie, c'est exactement ce débat-là. Mes camarades regardent les prix, le prix de l'énergie dans le PIB, et constatent que ce prix est très faible, et ils disent, puisque le prix transmet la bonne information, ça veut dire que nous ne dépendons pas beaucoup de l'énergie. Alors que ce que j'ai fait avec mon étudiante, c'est de regarder les quantités et de dire, à chaque fois que la quantité du PIB augmente, eh bien la quantité d'énergie consommée augmente aussi très fortement. Et donc, le PIB dépend beaucoup de l'énergie. Si vous regardez les quantités, vous avez des informations beaucoup plus précieuses que si vous vous contentez de regarder les prix. Pourquoi ? Parce que les prix ne reflètent pas nécessairement l'information pertinente. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.